À tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter deux intervenants dans le cadre de ce cycle de conférences dédié aux avocats. Tout d'abord, à ma droite, Christophe Collard. Christophe Collard qui a travaillé pour le gouvernement français dans un premier temps, pour la faculté de droit de Lille ensuite. Et vous avez rejoint l'EDEC Business School, située principalement à Lille, même si elle a des campus un peu partout en France et dans le reste du monde, en 1990, en tant que professeur de droit. Vous êtes également professeur invité dans de nombreux pays. J'ai pu voir en Italie, en Algérie, en Pologne, on en discutait à Londres, à Singapour. Vos enseignements portent principalement sur le droit des affaires, de manière générale, le droit des contrats, le droit de la concurrence et le droit du travail. Vos recherches, quant à elles, portent également sur le droit de la concurrence, la stratégie juridique et, bien entendu, la gestion du risque. Gestion du risque qui occupe une place importante dans vos nombreuses publications. À cet égard, je me permets d'en épingler deux qui sont particulièrement adéquates pour la séance d'aujourd'hui. La performance juridique pour une vision stratégique du droit de l'entreprise et enfin risque juridique et conformité, publiés respectivement en 2010 et 2011 chez LGDJ et chez l'AMI. À ma gauche, Jean-Christophe Roda, professeur à la faculté de droit de l'université Aix-Marseille, ou je pense plutôt Aix-Marseille Université, selon ce que j'ai pu comprendre. Vous êtes également docteur en droit, vous enseignez également le droit de la concurrence, le droit comparé, le droit de la mondialisation, le droit européen et le droit des marchés. Vos recherches sont évidemment dans des thèmes relativement connexes, toujours le droit européen, le droit comparé. Vous êtes un grand spécialiste du droit américain, du droit de la concurrence. D'ailleurs, on a la chance de lire vos chroniques dans la revue Concurrence où vous faites entrer dans le monde francophone finalement les décisions américaines en droit de la concurrence. Et également, toutes les questions de compliance et de gestion du risque juridique occupent une part de vos travaux. On notera ce livre dont j'ai fait l'acquisition récemment concernant les principales clauses de contrat d'affaires et votre livre très intéressant sur la clémence en droit de la concurrence. Je vous ai présenté brièvement, l'idée étant maintenant, au cours de cette séance, d'adopter un ton assez libre où des questions vous seront donc posées par le public et par moi concernant des sujets divers et variés, toujours dans ce thème de la compliance et de la gestion du risque juridique. Mais je vous avais demandé de bien avoir la gentillesse de préparer, peut-être durant une petite dizaine de minutes, un quart d'heure, ce qu'il fallait entendre par cette compliance, cette gestion du risque juridique, qui sont des notions trop mal connu actuellement par les juristes. Et donc, si vous pouviez nous définir le périmètre et le contenu de ces notions qui sont encore trop vagues. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Je vous propose de commencer, Monsieur Collard, à nous exposer ce qu'il faut entendre par là. Merci pour cette aimable présentation. Je salue la caméra pour qu'un instant on voit autre chose que mon crâne. Gestion du risque juridique, vous avez dit, c'est intéressant et c'est très intelligent. Bravo. D'associer gestion du risque juridique et compliance, parce que les deux thèmes sont très directement liés. Les deux phénomènes sont très directement liés. Et on peut dire d'emblée que la compliance est un mode de gestion du risque juridique. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut le comprendre. Il y a donc un focus sur le risque de nature juridique et sur sa gestion. J'aimerais cependant attirer votre attention sur le fait que si vous croisez ces différents aspects, si vous croisez les différents types de risques qui peuvent exister, en distinguant les risques non juridiques des risques juridiques, d'une part, je vais avoir une approche type, vous savez, les matrices comme on voit en gestion, là, on croise un axe comme ça, ça fait 4 R qu'on peut identifier. Donc si on croise d'une part les différents types de risques, non juridiques ou juridiques, avec d'autre part les deux types de modes de gestion qu'on peut envisager, une gestion juridique et une gestion non juridique. Je ne sais pas si vous me suivez, ce serait peut-être été bien si je rappelais au tableau, mais je pense que vous allez pouvoir projeter la chose. Donc,
je le répète, croiser différents types de risques, non juridiques, juridiques, différents types de gestion, non juridiques, juridiques. Vous avez 4 zones, avec en haut à droite une gestion juridique du risque juridique. Vous me suivez? C'est ce que fait classiquement le juriste. Vous avez à côté une gestion juridique d'un risque non juridique. C'est peut-être quelque chose que le juriste peut être amené à faire de plus en plus. Où le juriste parle au manager. Vous avez aussi une gestion non juridique, des risques non juridiques, ça c'est le juriste n'a pas forcément matière à s'intéresser à ce domaine-là. Et vous avez une gestion non juridique du risque juridique. C'est intéressant d'envisager la possibilité qu'un risque juridique puisse être géré par des moyens non juridiques. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça peut permettre de renvoyer directement à ce que fait l'avocat. Classiquement, l'avocat et le juriste d'entreprise fait de la gestion juridique du risque juridique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Classiquement. Oui. Le thème de la compliance, sur laquelle on reviendra, va amener les uns et les autres à adopter un mode de gestion juridique et non juridique d'un risque juridique. Enfin, la question, en tout cas, peut se poser de savoir, et on pourrait y revenir si vous voulez, de savoir qu'est-ce qu'on entend par risque juridique. Moi, je suis frappé de ce que tout le monde parle du risque juridique, mais quand on pose la question aux uns et aux autres de savoir qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de risque juridique, on aura beaucoup d'hésitations et assez rarement des réponses formelles. Alors le risque juridique, qu'est-ce que c'est généralement, ou qu'est-ce qu'on peut en dire généralement? Je partirai de là pour ensuite évoquer la notion de compliance. D'abord dire que c'est un risque d'une importance croissante. J'aime bien utiliser dans mes slides un dessin qui est tiré d'un ouvrage d'humour juridique, Legal Humor. On trouve beaucoup d'ouvrages de ce type-là aux États-Unis, où l'on voit manifestement un board avec un CEO qui tient ce qui doit être une carte de vœux dans les mains, et puis il fait Season's greetings looks okay to me, but let's run it by legal department. On voit bien cette idée que la dimension juridique est croissante, qu'elle est partout présente, que toute décision d'entreprise comporte une dimension juridique, et que de plus en plus des décisions d'entreprise sont prises pour des raisons juridiques. J'ai en tête un discours que développait Pierre Charton, qui est un grand directeur juridique, actuellement directeur juridique d'Areva, et qui était devant une assemblée de managers, les juristes disent des opérationnels, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas juristes, et qui leur disait: j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par quoi? C'était pratique, vous pouvez commencer pratiquement par ce qu'il souhaitait. Il dit: je vais commencer par la bonne nouvelle, il n'y a pas de problème juridique, il n'y a que des questions de business qui se posent dans l'entreprise. Les problèmes juridiques n'existent pas. La mauvaise nouvelle, c'est que chaque question de business contient une dimension juridique. Et j'aime cette approche consistant à dire que la dimension juridique est partout présente, je le répète, et que toute décision d'entreprise, peu ou prou, contient une dimension juridique. Cette dimension juridique, elle est d'importance croissante. On peut se questionner à la question, enfin, on peut essayer de répondre à la question de savoir pourquoi. Moi, il y a un mot qui me vient en tête pour faire simple, pour expliquer cette croissance de la dimension juridique et son importance. C'est la notion de complexité. Une complexité qui caractérise notre société, que reflète le droit. J'entends souvent, notamment dans les programmes MBA, des managers dire: mais est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à en revenir à un droit simple? Peut-être pas les 10 commandements ou les 12 tables, mais un choc de simplification drastique. Alors pourquoi pas? Il y a certainement un travail à faire, mais je pense que le droit n'est jamais que le reflet d'une société qui elle-même n'est plus simple. J'aime à montrer, encore une fois, je vois mes slides en tête, j'aime à montrer une photo où l'on voit deux véhicules côte à côte. C'est la Fiat 500 de 1957 et la Fiat 500 nouveau modèle de 2007. La première pesait 500 kg, la seconde pèse exactement 1 tonne, c'est-à-dire 2 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Eh bien, en 50 années, il y a eu une croissance de la part de la demande des consommateurs, il y a eu des demandes en termes de confort, des demandes en termes de sécurité, et il y a aujourd'hui plus d'électronique embarquée dans un véhicule automobile moderne qu'il n'y en avait dans la capsule Apollo qui a permis d'aller sur la Lune. Je le répète, complexité de l'environnement dans lequel nous évoluons.
complexité de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Généralisation également d'un modèle compétitif lié à l'économie de marché, qui se traduit aussi au niveau des systèmes juridiques. Vous avez pu déjà réfléchir sur la notion de concurrence des systèmes juridiques, d'application extraterritoriale des lois, d'exportation de concepts juridiques, des concepts voyageurs. La compliance en est un, on aura l'occasion d'y revenir, d'interpénétration des marchés et donc des politiques juridiques. Tout cela débouchant sur je ne vais pas vous refaire le thème de la mondialisation, mais tout cela débouchant sur des risques croissants qui vont générer, et ça fait partie de notre approche de la définition juridique, de la définition du risque juridique, pardon, qui vont générer potentiellement de la destruction de valeur, pas seulement financière, on a tous en tête des hypothèses de sanctions, notamment dans le domaine antitrust, mais également de la destruction de valeurs stratégiques, avec potentiellement pour l'entreprise des conséquences qui peuvent être mortelles. Pensez par exemple à Spanghero, avec cette affaire de la viande du cheval, une affaire banale, à la limite de fraude, qui n'est pas si différente de ce qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge, où l'on mouillait le lait, où l'on pouvait, dans d'autres domaines, ajouter des matériaux pondéreux. Enfin bref, une fraude alimentaire de base, qui a généré un scandale de dimension européenne, et dont l'entreprise ne s'est pas remis, en définitive. Ce qui montre bien que le risque juridique, parce que c'est essentiellement du risque juridique, peut être de nature létale. La compliance est un moyen de répondre à cette montée en puissance du risque en renvoyant ce qui pourrait être une forme de définition première à la nécessité ou le mouvement consistant à internaliser à l'intérieur de l'entreprise donc la nécessité de respecter la norme. Il y a, quand on parle de compliance, une référence évidente à la norme juridique, mais on verra peut-être pas seulement. Il y a, on souligne la nécessité de respecter cette norme. C'est intéressant. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, sauf que on a pu, en tout cas dans nos cultures, ou en France en particulier, avoir une forme de sport national consistant à faire tourner la loi. Ici, on insiste sur la nécessité de la respecter effectivement. Et surtout, et c'est peut-être l'aspect le plus important, sur la mise en œuvre concrète de ce respect de la norme à l'intérieur de l'entreprise. Pour moi, j'aurai l'occasion d'y revenir, la notion de compliance renvoie à des process, à une organisation, à quelque chose qui touche au cœur de l'organisation de l'entreprise, qui pose des questions par rapport au rôle que peut jouer, c'est votre sujet, au rôle que peut jouer l'avocat. Alors les origines, elles sont clairement identifiées, ce sont les États-Unis, ça c'est l'origine géographique. L'origine sectorielle l'est tout autant, c'est la banque, l'assurance, acte de naissance, je ne sais pas si on peut parler ainsi, mais le Securities Exchange Act de 1934, donc en matière de droit boursier aux États-Unis, va mettre en place des réglementations qui sont complexes, très exigeantes et qui vont nécessiter des spécialistes, des experts pour les mettre en œuvre dans l'entreprise. Il va y avoir un effet de contagion par le biais de ce secteur professionnel. Une phase de déréglementation, alors c'est paradoxal, mais dans les années 80, déréglementation, c'est-à-dire l'État se retire peu ou prou de son rôle traditionnel de producteur du droit. Le droit ayant horreur du vide, il est remplacé par les acteurs économiques eux-mêmes qui vont produire un droit qui sera conçu pour s'appliquer à eux-mêmes, et ça génère un corps qui va participer à l'élaboration de ce droit et qui va participer également à la mise en œuvre de ce droit dans les établissements. L'effet de contagion générale par le biais des réglementations des banques, des marchés financiers. On voit cela arriver en France à partir des années 90 où on a la fonction déontologique qui se met en place, mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, dans les banques, en tout cas, la fonction déontologie a été remplacée par une fonction compliance. On conserve peut-être encore parfois le terme,
mais les déontologues sont devenus des compliance officers. Une expansion continue de ce phénomène qui est marqué par un certain nombre d'événements qui sont liés au contexte économique, la multiplication d'un certain nombre de crises, des fraudes retentissantes, un acte de naissance relativement aisé à identifier au niveau du développement de la compliance, on en parlera, c'est l'affaire Enron en 2002, qui génère d'ailleurs la chute d'Andersen, peu de temps après, un gros cabinet d'experts comptables et d'avocats. Enron qui génère immédiatement une réaction législative de la part aux États-Unis, c'est la fameuse Sarbanes-Oxley, loi SOX, qui elle-même contient toute une série de prescriptions, notamment en termes de gestion du risque, de démonstration que l'on met en œuvre les moyens pour gérer correctement le risque à l'intérieur de l'entreprise, qu'on met des moyens en termes de contrôle interne et qui déboucheront donc très directement sur des pratiques de compliance. Je passerai sur le contexte juridique qui accompagne ce mouvement avec une complexification du droit, une inflation législative générant une augmentation du risque juridique. Également un contexte sociétal, dirais-je, lié à la montée en puissance qui est très voisine et très parallèle, si ce n'est connexe, des exigences en termes de morale, d'éthique, de responsabilité de l'entreprise, de développement durable. En définitive, la compliance peut être aussi vue comme un mode permettant de mettre en place un développement pérenne et donc durable de l'entreprise. Donc tous ces phénomènes, on pourrait y passer des heures, mais tous ces phénomènes sont très directement liés et s'auto-alimentent dans une espèce de spirale qui renvoie, qui permet de décrire un mouvement qui n'est pas une mode, mais qui est une véritable tendance de fond. Ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que le périmètre de la compliance ne se limite pas au strict champ du droit. Et tous ceux que vous entendrez en parler, notamment ceux qui la pratiquent à l'intérieur de l'entreprise, vont vous dire qu'au-delà de la norme juridique, dont le périmètre est lui-même de plus en plus flou, on évoquera ou on parlera certainement du soft law. Au-delà de la norme juridique, la compliance va recouvrir également ou impliquer également les valeurs de l'entreprise, référence à l'éthique, à la morale, à la responsabilité sociale de l'entreprise, les valeurs qu'elle se donne, les valeurs qu'elle affiche, notamment au travers de codes d'éthique, de codes de bonne pratique, avec aussi cette idée que respecter le droit peut être mis en avant comme étant une valeur en soi. Chez nous, on ne rigole pas avec ça. Et c'est quelque chose de sérieux. Et ça vient du top de l'entreprise. On dit souvent « turning from the top ». Donc une valeur en soi renvoyant au respect du droit et de la réglementation. Au-delà des lois et des règlements, au-delà du droit au sens strict du terme et de la réglementation au sens classique, j'allais dire constitutionnel du terme, les décrets, les arrêtés, les lois, etc. Il y a une référence évidente au soft law, à ces normes que l'entreprise s'impose à elle-même, qu'elle crée elle-même ou auxquelles elle adhère, dont la normativité, je sais qu'on y réfléchit ici, et il y a effectivement beaucoup de choses à dire, dont la normativité pose question, mais on a bien cette approche qui va au-delà du droit au sens classique du terme. Et pour terminer, je dirais au-delà du strict respect de la loi, il y a une véritable dynamique qui est mise en place par la compliance. Je le répète, la compliance renvoie à une fonction d'organisation. D'organisation à l'intérieur de l'entreprise, de process, de mécanismes, de méthodes, de formation, d'actes de sensibilisation, mais c'est une fonction d'entreprise et par là même une fonction d'organisation. Le lien avec le risque juridique, c'est que nécessairement la compliance ne peut pas embrasser l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent à l'entreprise. J'ai envie de dire qu'une compliance bien pensée est une compliance qui va se fonder sur une cartographie du risque juridique et donc sur une hiérarchisation du risque juridique. Ça peut choquer, mais il y a bien des risques juridiques qui auront des effets potentiellement plus graves que d'autres. Et il est évident que l'effort en termes de conformité, c'est la première fois que je prononce ce mot qui est la traduction acceptée du mot compliance en français,
l'effort en termes de conformité devra porter sur ces risques juridiques qui sont les plus importants pour l'entreprise. Donc c'est une fonction d'organisation, mais c'est aussi, et je crois peut-être surtout, et ça nous permettra d'insister sur le rôle de l'avocat, une fonction d'intermédiation. J'ai envie de dire on parlait de complexité croissante du droit, la norme juridique est rarement prête à l'emploi. Enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est une formule que j'emprunte à Pascal Demier. Autrement dit, on a besoin d'un traducteur, on a besoin de quelqu'un ou d'un système ou d'une organisation qui permette de passer la norme entre le régulateur et l'entreprise, qui permet de faire la transition entre la norme et ses applications concrètes, qui permet, j'évoquais tout à l'heure la notion de dynamique, mais qui permet de mettre en œuvre concrètement la norme à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça renvoie, je le répète, à cette mise en œuvre des normes d'entreprise, à la maîtrise et au contrôle de leur respect. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de vertueux. Mais ça n'est pas que vertueux, c'est aussi une approche, j'allais dire, intéressée, qui renvoie à une gestion raisonnée du risque juridique. Pouvant déboucher, ça c'est une réflexion plus générale, sur une forme, on voit apparaître au-delà des secteurs dans lesquels la compliance s'est développée, mais on pourrait réfléchir à l'émergence d'une sorte d'obligation générale de conformité. Une obligation de vigilance, une obligation de diligence, qui se traduit très concrètement, et par rapport à laquelle l'avocat, je n'oublie pas le thème qui nous intéresse, l'avocat aura probablement, voire certainement, quelque chose à dire. Merci Christophe. Alors, je vais essayer de ne pas me répéter, pas faire de redites, ce qui va être difficile après votre propos, puisque vous avez été assez complet. Je me permettrai quand même de revenir sur la question initiale qui nous est posée, le lien entre la compliance et la gestion du risque. Le lien est évident. Pour la définition qu'on pourrait donner de la compliance, avant d'être un petit peu plus précis, la compliance, c'est un instrument juste de gestion du risque. C'est un instrument destiné à éviter que les risques juridiques se produisent en entreprise. La compliance, je pense qu'il faut revenir directement à l'étymologie, parce que c'est vrai qu'il y a des effets de mode aussi, notamment en droit des affaires, mais pas que. Compliance, qu'est-ce que c'est ? Compliance, si on traduit to comply with the rules, ça veut dire se conformer, respecter la loi. En France, on traduit compliance, programme de compliance, par programme de conformité. Ce sont des mécanismes qui sont destinés à faire en sorte que l'entreprise respecte la règle, ce qui peut paraître au départ assez paradoxal, puisque, bon, en principe, on doit respecter la loi. Mais là, ce sont justement des mécanismes qui ont été mis en place aux États-Unis, vous l'avez dit, justement pour faire face, on y reviendra, je pense que Arnaud nous amènera sur ce terrain, pour faire face à la montée, la croissance, l'explosion du risque juridique. Le risque juridique a toujours existé, mais dans quelques minutes, on est aujourd'hui à une époque où la violation des règles de droit économique, la violation du droit économique, ça ne va pas se traduire simplement. On n'est plus à l'époque où la violation du droit de la concurrence ou du droit boursier était vue par les entreprises et finalement aussi par ceux qui sont chargés de faire respecter la loi comme de simples infractions à des règles techniques. Aujourd'hui, on est dans un domaine qui est semi-répressif, si j'ose dire. D'ailleurs, le droit de la concurrence et le droit boursier est considéré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme comme une matière répressive relevant du droit répressif. Les entreprises, aujourd'hui, lorsqu'elles violent le droit économique, s'exposent à des risques considérables. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, pour essayer d'être un petit peu précis, un peu carré, on a une définition aujourd'hui qui est scalée, qui est donnée de la compliance, plus exactement de la conformité, qui nous est donnée par un texte récent de l'autorité de la concurrence française, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de compliance, s'inspirant de ce qui se fait aux États-Unis, et dans un document cadre du 10 février 2012 relatif au programme de conformité que j'ai sous les yeux, le programme de conformité au droit de la concurrence, l'autorité française de la concurrence nous donne une définition de ce que c'est que la compliance, de ce que sont les programmes de compliance. L'autorité nous dit ceci: les programmes de conformité sont des outils permettant aux acteurs économiques
de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter les infractions aux normes juridiques qui s'appliquent à eux. Ils reposent ces programmes de conformité non seulement sur des mesures destinées à créer une culture orientée vers le respect des règles, formation, sensibilisation, mais aussi sur des mécanismes d'alerte, de conseil, d'audit et de responsabilisation indispensables pour créer de bons réflexes au sein des entreprises, prévention, détection et traitement des cas d'infraction possibles. Autrement dit, les programmes de compliance, les programmes de conformité, la compliance au sens large, c'est un instrument de gestion, c'est un instrument d'anticipation des risques, des mécanismes qui vont être mis en place par les entreprises pour éviter la survenance d'infractions ou, premier volet, évitement de l'infraction. Deuxième volet, si l'infraction survient, faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Parce qu'on verra qu'il y a aujourd'hui, on est que ce soit en droit français, en droit belge, en droit européen, en droit américain, on a la possibilité aujourd'hui de négocier avec les autorités de contrôle et éventuellement de diminuer la sanction si on coopère. Mais coopérer, ça implique d'être souvent une entreprise prompte à agir, et donc la compliance va aussi répondre à cet objectif. Je le disais donc, la compliance, c'est un instrument de minimisation du risque ou d'évitement du risque si l'entreprise s'y prend bien. Le risque juridique, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est l'infraction, c'est la survenance de l'infraction, c'est la violation du droit économique. Et je crois que, ce que j'essaie de faire toujours avec mes étudiants, essayons d'être concrets, qu'est-ce que c'est que le risque juridique? Je vais vous prendre un exemple tiré du droit de la concurrence. Le risque juridique, ça peut être, imaginons la situation d'un grand groupe international, comme peut être Total, Vivendi, j'en passe des meilleurs, avec une société mère qui contrôle, alors c'est un bien grand mot, une centaine par exemple de filiales qui sont dispersées dans le monde. Et dans l'une de ces filiales, par exemple située en France, vous avez, à l'insu des dirigeants de la filiale, un certain nombre de personnes, les opérationnels, les directeurs juridiques, pas les directeurs juridiques, les directeurs économiques, ceux qui fixent les prix, ceux qui ont la possibilité de déterminer les prix de l'entreprise, qui vont s'entendre avec les concurrents, qui vont faire ce qu'on appelle un cartel, une entente secrète, à l'insu des dirigeants de la filiale, et évidemment à l'insu des dirigeants qui contrôlent la société mère, qui contrôlent la violation du droit de la concurrence. Et si on prend l'hypothèse, par exemple, d'une filiale qui est active sur le marché, par exemple, de la chimie, le marché européen et pourquoi pas le marché mondial, on a donc une filiale d'un groupe qui s'entend secrètement avec ses concurrents. Le droit de la concurrence, vous le savez, aujourd'hui, c'est une matière qui n'est plus, je le disais tout à l'heure, la violation du droit de la concurrence va se traduire par des sanctions qui sont extrêmement lourdes. Imaginons que cette filiale s'entend avec ses concurrents sur le marché mondial de tel ou tel produit chimique. Le risque juridique, c'est ça, très concrètement. C'est la découverte par la Commission européenne de cette infraction. La découverte d'une entente secrète qui va impliquer non seulement la filiale du groupe, mais tout le groupe en entier. La jurisprudence aujourd'hui de la Cour de justice, la jurisprudence en droit européen de la concurrence est très stricte, très sévère. En disant rapidement les choses, même lorsqu'on a une filiale qui commet une infraction aux règles de droit de la concurrence, en principe, c'est le groupe, c'est la société mère, l'ensemble du groupe qui va être considéré comme responsable, à moins de démontrer, mais c'est une présomption quasi irréfragable, à moins de démontrer que la filiale a agi de manière totalement autonome, ce qui est très souvent difficile lorsque, par exemple, on détient une filiale à 100%. Donc ça veut dire, toujours dans mon idée de risque, qu'une simple filiale, encore une fois, c'est très complexe de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une filiale qu'on n'a pas exactement sous son contrôle. Toujours compliqué. Une filiale qui viole les règles de droit de la concurrence, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par une enquête de la Commission européenne, par une décision de sanction de la Commission européenne. Les textes aujourd'hui sont très clairs. Les sanctions envisageables, c'est 10% du chiffre d'affaires mondial global consolidé. Ça veut dire par exemple qu'une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires peut facilement, c'est classique aujourd'hui lorsqu'on regarde les décisions de la Commission européenne, peut facilement être condamnée à 50, 100, 200 millions d'euros. Vous avez plein d'exemples comme ça. L'affaire Microsoft condamnée à 500 millions d'euros. L'affaire du cartel des vitamines où La Roche a été condamnée à 500 millions d'euros. L'affaire Intel, 1 milliard d'euros quasiment, infligée par la Commission européenne. La violation du droit économique peut entraîner ce type de conséquences.
l'infliction d'une sanction extrêmement élevée. Mais Christophe l'a dit également, on est aujourd'hui en plein dans la mondialisation. La Commission européenne enquête sur cette filiale qui est en train de faire une entente sur le marché de la chimie. La Commission européenne va sanctionner la filiale, et donc le groupe. Il va y avoir, malheureusement, dans ce type de situation, il va y avoir des effets dominos qui vont se produire. Parce que lorsque la Commission européenne va détecter une entente, encore une fois, je dis l'hypothèse concerne le marché de la chimie, mais le marché global de la chimie, les autorités américaines vont aussi se réveiller. Le Department of Justice va considérer que, ah oui, tiens, c'est intéressant, l'entreprise a participé à une entente qui a affecté également le marché américain. Et les autorités américaines vont poursuivre et sanctionner cette filiale du groupe, et donc le groupe en entier, etc. etc. Il ne va pas y avoir d'application du principe non bis in idem. Il va y avoir un cumul des sanctions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, si on reprend l'hypothèse de départ, c'est-à-dire les dirigeants de la société mère, qui peuvent se retrouver, j'allais dire très facilement, j'exagère un petit peu, mais qui peuvent se retrouver dans un espèce d'effet domino diabolique, parce qu'une filiale aura été mal gérée, mal contrôlée. On peut se retrouver comme ça dans un enchaînement malheureux qui va se traduire par l'infliction de sanctions par la Commission européenne, par les autorités américaines, par les autorités canadiennes, par les autorités chinoises. Oui, les autorités chinoises ont aussi des autorités de concurrence, etc. etc. Et vous avez des exemples donnés par des exemples classiques, l'affaire du cartel des vitamines, ou par addition, vous avez comme ça des entreprises de type Hoffmann-La Roche qui ont été condamnées quasiment à payer en addition des amendes quasiment 1 milliard d'euros cumulés. Donc le risque juridique, concrètement, c'est ça. C'est une filiale qui est mal gérée, mal contrôlée, et au final, du fait de la violation de ces règles de droit économique, qui encore une fois, vous le voyez, on n'est pas loin d'être, c'est pas du droit pénal, mais lorsqu'on voit le montant des amendes administratives, ce sont des amendes colossales, on peut se retrouver avec des entreprises qui se retrouvent face à des sanctions faramineuses. Je parle ici uniquement de l'aspect amende administrative. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a le développement de ce qu'on appelle le private enforcement. Il y a les entreprises ou les consommateurs qui ont été lésés par ce type de pratique, qui n'hésitent plus à aller faire du forum shopping, à aller saisir les tribunaux américains pour demander des dommages-intérêts, sachant qu'aux États-Unis, les dommages-intérêts sont les treble damages, c'est-à-dire dommages-intérêts triples. Donc, si on réfléchit en termes d'addition des montants à payer, ça peut devenir considérable. Le risque juridique, il est là. Pourquoi les entreprises se mettent à la compliance ? Ce n'est pas par désir divin, si j'ose dire, de respecter la loi. C'est parce que les conséquences de la violation de la loi d'une simple filiale à l'époque des groupes mondiaux, des groupes globaux, peut s'avérer extrêmement lourd. Donc, c'est pour ça que les entreprises se mettent à la compliance, c'est parce qu'aujourd'hui, encore une fois, mais on va y revenir dans quelques minutes, je pense, la violation des règles de droit économique se traduisent par l'infliction de sanctions, je le dis, faramineuses. Sur la compliance, l'origine, pour être complet, on découvre la compliance en Europe. Les Américains connaissent la compliance depuis très longtemps. Écrivent d'ailleurs sur la compliance, il y a des ouvrages, des casebooks consacrés à la compliance. Nous, on s'y met finalement depuis une dizaine d'années à la compliance de ce côté-ci de l'Atlantique. Les Américains s'y intéressent depuis très longtemps. Christophe l'a dit, la première trace que l'on trouve de texte qui incite les entreprises à faire de la compliance, c'est le Security and Exchange Act de 1934. Mais ce qu'on peut observer, c'est un espèce de phénomène de cycle. Chaque fois qu'il y a un grand scandale financier ou j'allais dire environnemental par exemple, il y a généralement une réaction de la part du législateur, une loi très sévère, et ensuite, une fois que la loi très sévère est adoptée, il y a une réaction que l'on peut observer dans la pratique, les entreprises, les avocats qui mettent en place des programmes de compliance. J'en ai relevé plusieurs dans les années 60, par exemple, lorsque le Sherman Act, la loi antitrust américaine, a été interprétée, mise en œuvre, de telle sorte que l'on puisse poursuivre pénalement les dirigeants d'entreprises qui commettaient des cartels. On a vu, c'est là qu'ont fleuri les programmes de compliance en matière antitrust. Dans les années 70, lorsque le Clean Water Act de 1972 a été adopté suite à un certain nombre de scandales en matière de pollution, c'est là qu'on a vu fleurir les programmes de compliance en matière environnementaux. Je ne parlerai même pas du Foreign and Corrupt Act, le texte sur la corruption étrangère de 1977. Christophe l'a dit, il y a un point très net, c'est l'affaire Enron et l'adoption du Sarbanes-Oxley Act
qui impose aux entreprises de se doter de programmes de compliance. Je soulève ce point important qui n'a à peine été évoqué. La compliance, c'est d'abord un réflexe volontaire des entreprises qui se disent si je viole ou si ma filiale viole les règles de droit économique, je risque très gros. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la compliance n'est plus un réflexe volontaire. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des textes qui imposent la compliance. Et le Sarbanes-Oxley Act est un excellent exemple. Les entreprises, par exemple, qui sont cotées sur les marchés américains, sont obligées aujourd'hui, dès lors que vous êtes coté sur le marché américain, même si vous n'êtes pas une entreprise américaine, vous devez mettre en place dans toutes les filiales du groupe des programmes de compliance. On a une affaire très intéressante en France sur laquelle je reviendrai sûrement, un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans l'affaire Dassault, où justement, à l'occasion de cet arrêt, on s'est rendu compte, c'était le syndicat de la CGT qui protestait contre la mise en place par le groupe Dassault, la société Dassault France, d'un programme de compliance, un programme de détection, un programme de lanceur d'alerte au sein du groupe. Donc la CGT s'opposait à cela. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rendu compte que vous pouviez avoir finalement une société française installée en France qui, j'allais dire, et là on est plein dans le global law, qui appliquait une loi étrangère sur son propre sol. La compliance, au départ, c'est un réflexe volontaire, mais aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des textes, l'autorité de la concurrence française incite à se doter de compliance, ou même parfois c'est volontaire. On oblige les entreprises à se doter de mécanismes de compliance. Je crois qu'il y a aussi un point très important dans l'explication de la compliance. Il y a une affaire dans les années 80 aux États-Unis, c'est l'affaire Ford, où on s'est rendu compte, les Américains ont découvert qu'un des fleurons de leur économie, l'entreprise Ford, pouvait mettre alors je ne sais plus quel était le modèle de la Ford, mais on s'est rendu compte qu'il était mis sur le marché des automobiles Ford avec des réservoirs défectueux qui d'ailleurs avaient causé un certain nombre d'accidents et des voitures qui s'étaient enflammées avec des morts. Et on s'est rendu compte après enquête que les dirigeants de Ford savaient que les voitures étaient défectueuses et qu'il y a une espèce de bilan coût-avantage et que c'était plus coûteux de retirer les voitures du marché. Et dans les années 80, ce scandale Ford a été un espèce de choc très fort pour les Américains. On s'est rendu compte que les entreprises pouvaient échapper au contrôle de la loi. Et qu'il fallait respecter la loi en tant que norme extérieure, mais peut-être qu'un bon instrument pour que les entreprises finalement respectent la loi et finalement ne laissent pas le consommateur, c'était aussi de faire rentrer la loi par l'intérieur, quitte à développer des mécanismes sur lesquels on reviendra. Des mécanismes, par exemple, aujourd'hui on parle de lanceurs d'alerte, les Américains parlent de whistleblower, c'est-à-dire de personnes responsabilisées au sein de l'entreprise, de surveillants, qui puissent éventuellement relever un certain nombre d'infractions pour aller avertir les autorités. Ces mécanismes de lanceurs d'alerte, de whistleblower, ça fait partie des mécanismes qui définissent aujourd'hui ce que c'est que le terme global, le plus global de donc, Merci beaucoup. Pour ce périmètre, cette introduction générale, maintenant évidemment une question brûle les lèvres. Et l'avocat dans tout ça, quel est son rôle? Quels sont les services qu'il offre donc dans cette gestion du risque? Quels sont les outils qu'ils utilisent? Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous donner votre idée dans la perspective donc, de l'acteur qu'est l'avocat à tour de rôle? Ce qu'on a dit l'un et l'autre, c'est que le droit est de plus en plus complexe. J'insiste bien sur le mot complexe qui est quand même chargé de sens. Le droit a toujours été compliqué, il est de plus en plus complexe, fait d'interrelations, etc., etc. Les exemples qui étaient donnés renvoyaient bien à cette complexité. Et pour aborder cette complexité, il faut un certain savoir, qui est d'abord et avant tout un savoir technique. Alors, ce qui m'amène à l'avocat. Je pense que l'avocat est d'abord et avant tout un technicien du droit. Et on attend de lui qu'il soit un excellent technicien du droit. Vous avez probablement entendu les avocats qui sont venus témoigner dans vos séminaires évoquer la spécialisation des uns et des autres, enfin l'hyper-spécialisation qui est le reflet de cette technicité croissante du droit.
dans beaucoup d'entreprises, la compliance est venue précisément où la nécessité de s'intéresser à la compliance est venue à l'occasion de dossiers parfois contentieux qui ont permis d'identifier, en compagnie de l'avocat qui accompagnait ce dossier, qui travaillait sur ce dossier, qui ont permis d'identifier la nécessité de mettre en place des mesures en interne permettant d'éviter qu'on se retrouve dans le même type de situation. Mais comme étant d'abord et avant tout un technicien du droit, l'avocat a un rôle à jouer pour attirer l'attention de l'entreprise sur l'évolution de l'environnement juridique dans lequel elle évolue. J'aime bien faire référence à enfin, j'ai été frappé par une publicité en son temps qui était utilisée par le groupe Accor qui utilisait le slogan suivant: produisons du sourire. Je me suis, c'est une déformation professionnelle, posé la question de savoir mais que produit le juriste en général. Et j'ai posé cette question maintes et maintes fois des publics de juristes, d'entreprises, mais également des publics d'avocats, et j'ai systématiquement la même réponse. Je dois même vous dire, enfin, que produit le juriste au sens, j'aimais bien l'association entre produire et quelque chose d'immatériel comme le sourire. Donc que produit le juriste au sens immatériel du terme. Et j'ai quasiment systématiquement à 99% la même réponse, que ce soit auprès des professionnels, avocats, juristes d'entreprise, auprès même des étudiants apprentis juristes, même si ça prend un peu plus de temps, comme si la pratique du droit renforçait l'évidence. Et le mot qui vient en réponse, je crois que vous l'avez en tête, sur le bord des lèvres, si je vous pose la question « Que produit le juriste ?», vous allez me répondre. On me répond « Du droit. Produit de la sécurité ». Je répète, 99% des réponses vont dans ce sens. Le juriste produit de la sécurité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je trouve ça intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur la notion de risque et de gestion du risque. Cette réponse, on est obligé de l'intégrer. On est obligé de l'intégrer et elle va bien d'ailleurs avec la nécessité de mettre en place un certain nombre de programmes de compliance pour sécuriser l'entreprise. Personnellement, je préfère dire que le juriste produit des solutions qui sont adaptées aux besoins de l'entreprise et qui présentent, j'ajoute systématiquement, qui présentent un degré de risque qui aura été préalablement évalué. Un degré de risque qui peut être plus ou moins important. Une bonne gestion du risque juridique auquel l'entreprise est exposée peut être d'en prendre un minimum. Ça peut être aussi, dans certaines situations, d'en prendre certains. Et il est du risque juridique comme le risque en matière financière, plus on en prend, plus les chances de gain peuvent être importantes. Plus les pertes peuvent l'être également. Je ne suis pas en train de parler du risque lié au non-respect de la loi. Je ne suis pas en train d'inciter, ça peut être un calcul. Jean-Christophe évoquait le cas de la Ford Pinto. On est bien effectivement sur cette balance coût-avantage. On répare, enfin on modifie le réservoir qui présentait un problème de design. Ça coûte $11 si les références sont exactes par réservoir corrigé. Ou on ne répare pas, on met la voiture sur le marché et puis on s'expose à des procédures pour lier des accidents. Et effectivement, la balance, le calcul préalable allait dans le sens de mettre la voiture de telle qualité sur le marché. Sauf que la première affaire dans laquelle ce document a émergé a généré des trouble damages, collective damages de 125 millions de dollars. Enfin bref, le calcul était complètement renversé. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller que l'avocat peut accompagner dans une démarche de contournement de la loi, mais dans certains secteurs, dans certains domaines, je pense en matière de publicité, par exemple, il y a une espèce de jeu que le juriste en interne et où l'avocat peut également accompagner, qui est un peu du type « jusqu'où peut-on aller trop loin ?» J'ai en tête une publicité pour une agence de publicité, donc c'est une agence de pub qui fait sa pub, il n'est jamais mieux servi que par soi-même, avec un slogan un peu fumé, « Cultivez votre avantage et notre valeur ajoutée ». Et ils ajoutent en petit, l'épreuve, l'application de la réglementation adaptée à la personnalité de votre entreprise. Autrement dit, on est capable, et c'est ce qu'on vous apporte comme valeur ajoutée, on est capable d'appliquer la réglementation de façon adaptée à la personnalité de votre entreprise. C'est intéressant de faire référence à la personnalité de l'entreprise. J'y vois une seule façon de comprendre cette référence, c'est l'approche de l'entreprise par rapport au risque. Vous êtes riscophile, risk lover, disent
anglo-américains, on appliquera la réglementation de façon souple. On ira tutoyer, voire explorer ce no man's land où c'est plus clairement autorisé, mais c'est pas encore totalement, voire ça peut être assez clairement au-delà de ce qui est autorisé. Vous êtes à l'inverse riscophobe, risque averse. On sera beaucoup plus prudent, ce sera bretelle ceinture, et puis on aura une sécurité totale. J'ai cette idée que le juriste produit, et l'avocat contribue ou aide l'entreprise à produire des solutions adaptées à ses besoins, ça c'est super important. C'est peut-être une clé pour que l'avocat puisse accéder à ce marché. Être capable d'identifier les besoins de l'entreprise, comprendre ses besoins, comprendre sa stratégie et pouvoir l'accompagner dans ce sens-là, et qui présente un degré de risque qui aura été probablement évalué. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je voudrais simplement peut-être faire référence à un ouvrage. C'est intéressant parce que j'en ai... Enfin, c'est intéressant. Je le dirais. J'en ai apporté deux. J'ai apporté un ouvrage de Franck Verdin, qui ne travaille pas dans un gros cabinet d'avocats, il ne fait pas partie de ces bigs. C'est un cabinet qui a été créé en 1998 à Paris. Ils sont quelques-uns, mais aujourd'hui ils font 20% de leur chiffre d'affaires en gestion des risques et en compliance. Franck Verdin publie en 2006, si mes souvenirs sont bons, un ouvrage qui s'appelle La gestion du risque juridique. C'est le premier ouvrage où on voit en titre le mot risque juridique. Et c'est quelqu'un qui a tout simplement intégré les apports de la science du risque pour l'appliquer au risque juridique. Et il le dit, il a fait une forme de recherche et de développement au sein de son cabinet, ce qui lui a permis de développer un savoir-faire qu'il vend aujourd'hui, et qu'il vend en tant que cabinet de taille modeste à de très grandes entreprises, avec une véritable niche qui est la sienne, consistante à mettre en place... En fait, son activité est passée par l'établissement de cartographie du risque juridique, d'aider ses clients à établir, on peut en reparler, la cartographie du risque juridique permettant de développer en conséquence des politiques de gestion de ce risque, et notamment des politiques de compliance. Et il a publié récemment, donc en 2013, si mes souvenirs sont bons, c'était l'année passée. Donc le premier ouvrage 2006 s'intitulait La gestion du risque juridique. Aujourd'hui, je me tourne vers l'œil noir qui nous observe, ça s'appelle le management stratégique des risques juridiques. On est passé de la gestion au management, et le mot stratégique a été ajouté, mais il reste en pointe sur ce genre de réflexion. Un autre ouvrage publié dans la collection L'Ami Conformité que le centre de recherche Legal EDEC dirige est un ouvrage rédigé par Virginie Lefebvre-Dutiel, qui est avocate chez EY, enfin Ernst & Young, société d'avocats, sur les codes d'éthique, codes de bonne conduite et chartes éthiques. C'est la spécialiste du domaine, et c'est intéressant de souligner que cette spécialité, cette spécialisation est assez récente. Elle la date elle-même de 2004, où elle a été chargée par un gros groupe pharmaceutique de dimension mondiale, de déployer en quelques mois, en 6 mois pour être très précis, au niveau mondial, un code de conduite dans 60 pays pour les 60 000 collaborateurs de cette entreprise relevant du secteur de l'industrie pharmaceutique dans lequel elle était spécialisée. Donc c'est une approche, une bonne connaissance sectorielle d'un domaine hyper réglementé, l'industrie pharmaceutique, une bonne relation avec un des représentants de ce secteur, qui l'a amené à l'accompagner sur un processus qui était très directement lié à la Sarbanes-Oxley, à la loi SOX, l'amenant à contribuer au développement de ce code de bonne conduite au niveau de l'entreprise et au niveau mondial, accompagné ensuite par des prestations de formation. C'est aussi un aspect très important du rôle que peut jouer l'avocat. Identification du risque juridique, avec une approche technique, cartographie, pas évident à faire, c'est un véritable savoir-faire, développement des solutions qui permettent de passer le droit dans l'entreprise, formation, développement d'actions de sensibilisation, ça fait partie des quelques axes que peut explorer l'avocat. Si je suis trop long, il ne faut pas hésiter à me donner des coups, tirer. Non, je ne me permettrai pas. J'ai le respect des anciens.
Je vais essayer d'être là encore, passer après Christophe, c'est un petit peu compliqué parce qu'il est... L'inverse la prochaine fois. Non, bon, encore une fois, voilà, je respecte la pyramide kelsenienne des choses. Je vais essayer d'être concret, précis et sur le rôle vraiment de l'avocat, en partant d'un exemple, encore une fois, tiré du droit de la concurrence, puisque Arnaud m'avait demandé d'insister sur ce point-là. Aujourd'hui, on est à l'époque de, je l'ai dit, s'agissant du droit de la concurrence, mais ce n'est pas uniquement le droit de la concurrence, c'est le droit économique en général. Il y a une illusion de croire qu'aujourd'hui le droit est moins sévère, le droit économique, on parle de contractualisation du droit. C'est vrai, dans certains domaines, le droit se contractualise, on passe des contrats pour obtenir des solutions plus justes. Aujourd'hui, très clairement, en droit économique, on observe, je l'ai dit, une montée de la sévérité des sanctions, etc. Il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est certes d'un côté les sanctions, la sévérité a très largement augmenté, mais aussi également la faculté, le pouvoir de détection des autorités de contrôle a très largement augmenté. Les autorités de concurrence, les autorités de surveillance des marchés boursiers, les autorités, bref, de contrôle du droit économique, ont, depuis les années 90-2000, très largement, d'abord, on a alloué des moyens de plus en plus importants à ces autorités, à la Commission européenne notamment. Elles ont accru leur pouvoir de surveillance, de détection des infractions. Et puis, depuis les années 90 et début des années 2000, c'est très vrai pour le droit de la concurrence, mais ça concerne également le droit économique. On a vu apparaître des phénomènes de programmes de clémence, de mécanismes d'incitation à la dénonciation. Aujourd'hui, le risque de dénonciation vient de l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, en droit de la concurrence, 90% des affaires de cartel sont des affaires qui viennent à la connaissance des autorités de concurrence soit par l'entreprise elle-même qui se dénonce, soit souvent par un ancien collaborateur qui a été licencié et qui a récupéré des preuves, des CD-ROM et qui va voir telle ou telle autorité de la concurrence de manière anonyme. Ce qui veut dire aujourd'hui que concrètement, une entreprise qui voudrait échapper à la sanction du droit économique, il faudrait qu'elle soit chanceuse, soit très douée. On est donc à une époque où on dénonce très largement. En droit de la concurrence, on a des mécanismes d'incitation à la dénonciation, mais encore une fois, on a une loi, par exemple, qui vient de paraître en droit français, loi de renforcement sur la lutte contre la fraude fiscale. On a des mécanismes comme ça d'incitation, d'exemption d'amende pour celui qui viendrait apporter des preuves à telle ou telle autorité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le risque vient souvent de l'intérieur. Le risque de détection et donc ensuite de sanction vient de l'intérieur de l'entreprise. Je recontextualise, encore une fois, on est dans des situations, je vise l'hypothèse d'un grand groupe dont la société mère ne sait pas toujours forcément ce qui se passe à l'intérieur des filiales. Encore une fois, les infractions, c'est rarement l'hypothèse de dirigeants d'une filiale qui décident de se mettre, il y a des cas comme ça, qui décident de se dire tiens, on va violer la loi. Souvent, la violation de la norme économique vient de tel directeur commercial qui est soumis à des pressions, qui veut augmenter son chiffre et qui appelle tel autre directeur commercial de l'entreprise concurrente. Ils jouent au golf ensemble, ils s'appellent et ils se disent tiens, on va fixer les prix. Ces directeurs commerciaux, souvent, savent qu'ils violent la loi. Donc, ils prennent des précautions pour dissimuler l'infraction aux yeux même de leur propre entreprise. Dans 95% des cas, les dirigeants de la filiale et donc les dirigeants du groupe ignorent qu'ils sont eux-mêmes en train de participer, par exemple, à une entente mondiale qui peut impliquer des amendes colossales. Donc le rôle de l'avocat là-dedans, quand il s'agit de compliance, qu'est-ce qu'il va faire ? Première opération, lorsqu'on va faire appel à un cabinet d'avocats, et je répondrai à la question que tu vas me poser, pourquoi spécifiquement les cabinets d'avocats, mais j'attendrai que tu me poses la question. Que va faire un avocat ? Dans un premier temps, avant même de sensibiliser l'entreprise en disant c'est important de respecter le droit économique, de diffuser une culture de respect de la loi au sein des entreprises, souvent le rôle que va faire l'avocat, c'est un petit peu un rôle d'enquêteur. C'est-à-dire que la première des choses que va faire l'avocat, le cabinet d'avocats en arrivant dans l'entreprise, c'est faire de l'audit. De vérifier plus ou moins discrètement si l'entreprise est en train ou non de violer la loi. Encore une fois, bien souvent, les dirigeants même de l'entreprise ignorent. Et enquêter, c'est pas évident. Parce que, encore une fois, je le redis, on a affaire à des personnes qui, au sein de l'entreprise, ont conscience
qu'elle viole la loi. Donc quand le cabinet d'avocats débarque de Paris ou de Bruxelles en disant bonjour dans la filiale localisée dans tel coin du monde, bonjour, est-ce que vous violez la loi? Souvent le directeur commercial, évidemment, ne va pas répondre. Donc il va falloir que l'avocat, c'est là aussi les nouveaux aspects, les nouveaux métiers d'avocat, c'est que paradoxalement, l'avocat qui est chargé habituellement de défendre, il va devoir être fin, il va devoir être psychologue, il va devoir essayer de vérifier sans effrayer. Parce que si l'avocat arrive en disant « Attention, nous supposons qu'il y a peut-être une infraction aux règles de droit de la concurrence, dans certains cas, dans certains pays, c'est pénalement sanctionné, que va faire le directeur commercial? Il va se refermer comme une huître et il lâchera plus rien. » Donc l'avocat va devoir enquêter, va devoir convaincre en disant « Mais rassurez-vous ». Évidemment, l'avocat ne travaille pas pour le directeur commercial, l'avocat travaille pour l'entreprise. Donc s'il le faut, il va devoir un petit peu exagérer avec la réalité. Rassurez-vous, vous ne risquez rien. Et non, vous ne serez pas licencié. L'erreur à ne pas faire, c'est surtout d'identifier l'auteur de l'infraction et de le licencier tout de suite. Parce qu'un directeur commercial que vous licenciez tout de suite pour avoir participé à une entente, il disparaît dans la nature. Et quand ensuite se posera la question de savoir « Ah tiens, on va essayer de coopérer avec les autorités de concurrence. Où est monsieur Untel ?» Il a disparu. Ah oui, c'est vrai, on l'a licencié, on n'aurait peut-être pas dû. Donc, il y a toute cette dimension totalement inconnue des avocats qui est ce métier d'enquête. J'allais dire, l'avocat va devoir être fin psychologue. Je ne vais pas dire menteur, mais parfois, il va devoir rassurer le directeur commercial dans mon exemple pour lui dire « tout va bien et vous ne serez pas licencié », alors qu'en fait, il sera licencié dans quelques temps. Il y a cette premier aspect, première mission de l'avocat qui fait de la compliance, identifier si survenance du risque il y a ou non. Pourquoi c'est important? Parce que je l'ai dit, on est à l'époque aujourd'hui des programmes de clémence, des mécanismes de détection. Très clairement, la Commission européenne ou l'autorité de la concurrence belge ou l'autorité française de la concurrence ont aujourd'hui des textes où il est dit le premier des membres du cartel à venir dénoncer l'infraction avec des preuves aura 0 amende. Les autres, ceux qui arriveront en deuxième ou en troisième rang, payeront pour les autres. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est une dimension importante de la compliance, l'identification de l'infraction rapide. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir identifié qu'il y a une infraction. La clémence, le 0 amende, ça fonctionne si vous apportez des preuves. Donc, il va falloir, et parfois vous avez aujourd'hui des cabinets d'avocats qui se spécialisent là-dedans, qui arrivent en des équipes de la Commission européenne qui viennent qui vont interroger telle ou telle personne, qui vont aller vérifier dans les ordinateurs avec des recherches de mots-clés s'il y a des éléments qui sont susceptibles de caractériser l'infraction. On pourra parler ensuite dans le deuxième volet, peut-être à l'occasion des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve des preuves d'une infraction? C'est l'entreprise qui va décider. L'avocat va conseiller d'aller voir immédiatement l'autorité de la concurrence. L'entreprise n'a peut-être pas intérêt non plus. Évidemment, l'avocat ne pourra pas détruire les preuves. On va faire un legal Andersen ce qui s'est passé, mais ça pose des questions stratégiques importantes. Donc enquêter, rechercher des preuves et généralement aller voir très rapidement l'autorité de la concurrence, négocier avec les autorités de concurrence. Ça, c'est un aspect souvent méconnu du métier de la compliance, du nouveau métier d'avocat. Un deuxième aspect, évidemment, c'est si on ne trouve rien dans l'entreprise, ouf, pas d'infraction, c'était juste une crainte infondée des dirigeants de la filiale, il va falloir sensibiliser. Pour avoir été dans une vie antérieure un petit peu praticien, je me souviens, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, avoir vérifié, avoir audité des filiales d'entreprises spécialisées dans le traitement des déchets, où on interrogeait tel ou tel directeur opérationnel. Qu'est-ce que ça vous évoque, le droit de la concurrence? Vous aviez ceux qui étaient très informés, qui savaient exactement parce que ils avaient l'habitude de flirter avec la ligne jaune, et puis vous aviez carrément les directeurs opérationnels qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que le droit de la concurrence. Ah bon, je ne peux pas déjeuner avec mon concurrent? Pourtant, on fait ça toutes les semaines. Et on essaie d'expliquer que non, c'est problématique. Et on ne peut pas discuter des prix. Non, c'est une violation. Oui, ici on est à Bruxelles, donc peut-être que ça vous paraît... mais dans certains coins reculés de la France, c'est moins concret le droit de la concurrence. Donc il y a deuxième aspect de la compliance, c'est la sensibilisation. Expliquer que non, telle ou telle règle de droit économique, même si ça peut paraître étonnant, c'est pas toujours évident de voir ce que c'est qu'une violation des règles de droit de la concurrence. Une entreprise dominante, elle va être sanctionnée parce qu'elle est en position dominante. Le même comportement d'une entreprise qui n'est pas dominante ne sera pas sanctionné. Le droit de la concurrence est un petit peu complexe
Christophe l'a dit. Donc la compliance pour les avocats, c'est enquêter, sensibiliser, et puis dans un troisième temps, mettre au point des programmes de compliance, c'est-à-dire des mécanismes opérationnels. C'est-à-dire qu'une fois que le cabinet d'avocats aura quitté les lieux, laisser au sein de l'entreprise des mécanismes, des process, pour reprendre les termes de Christophe, qui permettront à l'entreprise soit de détecter, soit en cas de découverte d'une infraction, de réagir rapidement. Ça, on y reviendra, je pense, plus tard, mais ça peut être, j'ai évoqué l'affaire Dassault tout à l'heure, dans le groupe Dassault, par exemple, a mis au point des mécanismes de hotlines, c'est-à-dire de lignes téléphoniques vertes gratuites, mises à disposition de tout salarié qui détecterait une infraction. On prend le numéro de téléphone, on n'a pas à donner son nom, c'est une ligne anonymisée en disant bonjour, je suis dans tel secteur du groupe et il me semble que telle personne est en train de violer la loi. Ça peut être la mise en place de ce qu'on appelle un compliance officer ou quelqu'un qui est au sein du service juridique chargé d'aller récupérer, si j'ose dire, les confessions, spécialisé dans le dialogue qui fait l'interaction entre les salariés qui feraient remonter des informations, etc., etc. Donc c'est un véritable champ nouveau qui s'offre pour les avocats. Moi, quand j'ai passé mon CAPA, on m'expliquait que l'avocat doit faire du conseil juridique ou défendre. On ne m'avait jamais expliqué que dans certains cabinets d'avocats, on fait ce qu'on appelle des dummy runs, des entraînements. C'est-à-dire que vous avez des cabinets d'avocats qui viennent au sein des entreprises en disant « Bonjour, nous sommes la Commission européenne », qui se font passer pour des... évidemment, il y a quelques membres de l'entreprise, quelques opérationnels de l'entreprise qui sont au courant, mais vous avez comme ça des cabinets d'avocats qui font comme si... Qu'est-ce qui se passe? Ils font des simulacres, des descentes de la Commission européenne, des simulations, pour vérifier quelles sont les réactions de l'entreprise. Voir si tel secrétaire n'a pas le premier réflexe de prendre des documents et de la passer à la broyeuse, ou voir si il va y avoir au contraire tel secrétaire qui va beaucoup trop parler, voir si les éléments compromettants sont en évidence sur les bureaux, dans les placards, etc. Il y a ce type de... Alors ça, c'est une méthode très anglo-américaine, mais ce sont les nouveaux métiers de la compliance, enfin, nouveaux. Dans l'affaire du béton, l'affaire du cartel du béton qui avait été jugé, qui avait été sanctionné par la Commission européenne dans le milieu des années 80, côté obscur des avocats, de certains cabinets avocats était apparu dans ces décisions, puisqu'on avait vu que certains cabinets d'avocats avaient mis au point des dummy runs comme ça pour faire disparaître des preuves. Donc c'est déjà quelque chose d'assez ancien. Et évidemment, aujourd'hui, les cabinets d'avocats ne font plus ça. Mais il y a toujours ce... Donc ce sont, vous le voyez, des nouveaux horizons. Et puis je vais le dire aussi, parler vulgairement et grossièrement, c'est un nouveau marché pour les avocats. Parce que l'avocat peut aussi vendre ça à l'entreprise. Bonjour, nous allons vous vendre de la sécurité. Nous avons aujourd'hui, dans notre panoplie de conseils, des mécanismes qui permettent, alors s'il y a une infraction, de réagir rapidement. Mais le mieux, c'est d'avoir des mécanismes surtout qui permettent d'anticiper. Anticiper, c'est pas toujours évident. J'insiste aussi sur le côté réaction. Par exemple, dans le compliance programme que va mettre au point tel ou tel cabinet d'avocats, il va y avoir un process. Que faire si le directeur de la filiale découvre qu'une infraction est en train de se commettre? Conseil souvent qui est donné par les cabinets d'avocats, surtout ne pas licencier. Ne pas licencier immédiatement. Le réflexe que peuvent avoir beaucoup de filiales, c'est de dire on a ici le fauteur de troubles, je veux montrer que j'ai une réaction ferme aux yeux des autorités, je le licencie immédiatement. Ce n'est pas une très bonne idée. Parce qu'encore une fois, on est à l'ère de la possibilité de coopérer avec les autorités. Et qui dit coopération, il faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse apporter des éléments de preuve, qui puisse apporter son témoignage. Et souvent, cette personne-là, c'est le principal auteur des faits. Donc si vous licenciez quelqu'un, peut-être qu'il partira avec son gros chèque dans un tel ou tel paradis fiscal et on ne pourra plus mettre la main dessus. Donc ça aussi, ce sont des conseils, des nouveaux conseils, des mécanismes qui sont mis en place par les avocats et qui, à mon sens, révolutionnent le métier. Et il y a quelques spécialistes de la compliance dans les cabinets d'avocats, mais c'est un métier en devenir, enfin, une des branches du métier en devenir. Et là, pour le coup, vraiment, les avocats doivent s'approprier ces nouvelles compétences, nouvelles formes d'intervention.
Jean-Christophe Roda, je vous invite à garder le micro. Est-ce que je peux le reprendre pour faire une petite... Oui, mais brièvement. Très brièvement, comme ça nous permettra de parler en premier. Très bien. Une forme de synthèse. En quoi l'avocat peut-il apporter quelque chose en matière de compliance? D'abord, pour reprendre, je le répète, une synthèse de ce qu'on a dit l'un et l'autre, c'est un intervenant extérieur. Et ça, je pense que c'est super important parce que, notamment sur les exemples de simulation de down raids, si c'est fait par quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui a joué le rôle du Père Noël lors du dernier comité d'entreprise, ça va pouvoir paraître un peu grotesque. Là, pour le coup, c'est sérieux. Et puis, c'est des gens. C'est un intervenant extérieur qui peut avoir l'autorité de cet intervenant extérieur, qui a le regard aussi de l'extérieur, qui va pouvoir voir des choses qu'on ne voit pas de l'intérieur. Industriel particulier, ou par rapport à un domaine technique particulier. Corruption, money laundering, etc. C'est aussi, je pense que c'est important de préciser, l'intervenant qui est en interface entre le régulateur, ou les autorités, et ses clients. L'entreprise en elle-même, elle ne sait pas comment ça fonctionne, comment fonctionne telle ou telle personne à l'autorité de la concurrence, ou au bureau des concentrations à Bruxelles. L'avocat, lui, les côtoie et peut ainsi avoir quelques trucs très concrets qu'il pourra partager avec l'entreprise. J'ajouterais également, pour terminer, mais ça c'est particulier à la France, que c'est un intervenant qui bénéficie du privilège de la confidentialité de ses avis. Je sais qu'en Belgique, il y a un progrès énorme en la matière, puisque les juristes d'entreprise peuvent aujourd'hui bénéficier de ce legal privilege, ce qui n'est pas le cas en France, ce qui est assez scandaleux, je trouve, et ce qui peut justifier le recours à l'avocat pour protéger par le sceau de la confidentialité un certain nombre de préconisations. Là, c'est impeccable. J'ai beaucoup de questions encore à vous poser, comme vous le savez, mais vu qu'il est l'heure, j'ai envie de donner il est exactement l'heure. Je passe la parole au public, mais vous avez évidemment l'occasion. C'est important sur l'avocat, et je rebondis sur ce que vient de dire Christophe, c'est la question du legal privilege. C'est-à-dire que souvent, là pour le coup, les avocats sont en position concurrentielle avantageuse, pas en Belgique, mais du point de vue le droit européen de la concurrence ne reconnaît pas le legal privilege au service juridique. C'est-à-dire qu'en France, si on fait appel pour des missions de compliance au service juridique, le responsable juridique va faire un mémo au siège parisien, par exemple, en disant on a repéré tel ou tel problème, potentiellement c'est même une infraction à la concurrence, mais on y met fin. Ces documents-là peuvent être saisis en cas de descente de l'autorité de la concurrence, de la DGCCRF ou de la Commission européenne. C'est une des raisons pour lesquelles on fait appel à des avocats, c'est parce que même si c'est vrai que les métiers peuvent être entre le service juridique de certains grands groupes et certains grands cabinets d'avocats, les métiers sont similaires, c'est que ces correspondances, ces mémos-là ne peuvent pas être saisis grâce à la protection du legal privilege. Et c'est vrai que parfois ça peut provoquer des tensions avec les services juridiques, mais qui c'est cela, ces types de l'extérieur, pourquoi on fait appel à ces cabinets d'avocats? Parce que le cabinet d'avocats, d'abord il a un œil extérieur, un œil neuf pour repérer éventuellement des dysfonctionnements, et puis surtout il y a le legal privilege qui permet de faire remonter des informations au siège sans que ces informations puissent devenir des informations sensibles qui puissent faire l'objet de saisies lors de perquisitions. Merci pour cette précision. Monsieur l'affineur, si je me souviens bien.